Notre histoire commence avec Henri le Navigateur. L'infant du Portugal, maître de l'ordre du Christ, consacre l'immense fortune des successeurs des Templiers à la découverte du monde. Si l'objectif premier des nefs qui partent à la conquête de l'inconnu est d'ordre religieux, prendre le pas sur l'islam, les Portugais ont chassé les Maures de Ceuta en 1415, rapidement, les raisons économiques prennent le dessus. Il faut trouver une route maritime vers l'Inde et ses épices. Zarco découvre Madère en 1419 et en moins de 100 ans, le but est atteint. Vasco de Gama, aidé par un pilote arabe, atteint Calicut, le principal centre de négoce d'Inde, et tout va très vite ensuite. Le Brésil, Ceylan et même le Japon en 1542. Le Portugal est une puissance maritime de premier plan et l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Dans les soutes des navires, les épices se mêlent souvent avec les plantes que les explorateurs ont mission de ramener. Ce jardin a été créé en 1768 et son histoire est plus ou moins liée au tremblement de terre qu'a connu Lisbonne en 1755. À cette période, la cour s'est déplacée jusqu'ici, à Ajuda, car c'était un des seuls endroits où les maisons ne s'étaient pas effondrées. En 1744, on a invité des professeurs pour donner des cours dans un collège qui devait se construire. Parmi eux, il y avait Domingos Vandelli, qui venait de Padoue. Il a été de ceux qui ont convaincu le marquis de Pombal de faire un jardin botanique pour l'éducation des princes. Les plantes venaient principalement d'autres jardins botaniques, étaient également envoyées par les gouverneurs des colonies. On a même organisé des expéditions dans le seul but de ramener des plantes. Ce jardin était pour ainsi dire un jardin d'acclimatation de plantes, puisqu'on cherchait surtout à découvrir de nouveaux produits intéressants pour l'agriculture. On raconte des histoires fantastiques sur les marins qui se privaient ou étaient tenus de se priver d'eau pour que les plantes qu'ils ramenaient n'en manquent pas. Le jour de la Toussaint, en 1755, Lisbonne est secouée par un tremblement de terre très violent. La ville est presque complètement détruite. La catastrophe a laissé la peur dans les têtes. Le pouvoir préfère s'éloigner de la cité. La reine Maria Ier fait construire à l'ouest de Lisbonne un petit Versailles entouré de jardins à la française. Le château et ses parcs deviennent rapidement synonymes de fête. On circule en barque sur le Grand Canal, on écoute de la musique. C'est un Français, Jean-Baptiste Robillon, qui dessine le jardin de Neptune. En contrebas, le jardin d'esprit italien cache un pont baroque décoré d'azulejo. Azulejo, un mot d'origine arabe signifiant petite pierre, ou l'art de raconter l'histoire et la vie au quotidien du Portugal. Depuis Queluz, la cour aimait aussi rejoindre la résidence de Caxias, à 1 heure de calèche. Une journée pour profiter de la douceur de l'océan dans un parc divisé en 2 parties. Le fruitier et le potager, aujourd'hui disparus, et le jardin d'agrément, dominé par une cascade monumentale. Le mur entourant la chute d'eau, exposé plein sud, abrite des cultures délicates, venant des colonies et comptoirs du royaume, des 4 coins du monde. À Oeiras, une autre demeure est l'œuvre d'un homme célèbre au Portugal, le marquis de Pombal. Le marquis, c'était le premier ministre de notre roi, José Ier. Il a été le grand moteur de la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre. Et pour le remercier, le roi l'a donné la ville d'Oeiras. Et puis, il veut faire ici une œuvre dans le style du jardin à la française, un peu une copie de Versailles. Le jardin, c'est un jardin de plaisir, mais aussi un jardin de production, parce que tous les arbres produisent des fruits.
Et tout le jardin s'est conçu pour la production et aussi pour le plaisir avec les réservoirs comme ceci, c'est le réservoir de l'eau pour tout le potager. C'est aussi un lac pour pêcher, pour prendre un bateau, pour prendre du bain. C'est la grande différence de notre jardin. Ce sont des jardins qui ont un mix de production et de plaisir. Succédant au Prince, la côte à l'ouest de Lisbonne devint la destination favorite des touristes et des vacanciers. Exposée au sud, on dit que les fleurs s'y épanouissent 2 fois par an. Les résidences et les hôtels se couvrent naturellement d'une parure multicolore. Posé sur une montagne de granit, entouré d'une forêt, telle une île au milieu de l'océan, le palais de Pena attire tous les regards. Cette folie est née de la volonté de Ferdinand, un prince venu de Bavière en 1836 pour épouser la reine du Portugal, Marie II. Il a acheté cette propriété avec l'objectif principal de créer un jardin romantique. Il a cherché son inspiration dans des histoires épiques. Il aimait beaucoup l'idéal de la recherche du Graal. Quand on voit toute cette forêt dense qui entoure le palais, et quand on se promène dans la forêt et on remarque que les chemins sont complètement en forme de labyrinthe, on arrive très bien à faire le parallélisme avec cette histoire. Et aussi, de temps en temps, on arrive à ce genre d'endroit où on voit très bien le palais de loin. Et on sait que le palais, c'est notre objectif. Mais on n'arrive jamais à arriver au palais. Tout ce que l'on voit en entourant le palais, c'est un paysage totalement fabriqué, totalement planté par la main du roi. Les rois ayant choisi de s'installer à Sintra, la modeste bourgade devint le lieu de villégiature préféré de l'aristocratie. Tous veulent avoir leur quintas, être proches du pouvoir et profiter du climat exceptionnel de ce rocher posé au milieu de la plaine. La vague romantique en accentue encore l'attrait pour les artistes, les poètes, comme le poète Lord Byron. Un autre Anglais, écrivain lui, William Beckford, achète la Quinta de Montserrat, puis la cède à un richissime lord, Francis Cook. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Il fait bâtir un palais à l'architecture étonnante et surtout crée un remarquable parc romantique. Inspiré surtout par les contes de fées de son imaginaire de son enfance, il adorait imaginer que cette forêt qu'il a créée ici était une forêt magique. Et c'est fondamentalement cet imaginaire vers lequel nous sommes transportés quand on se promène dans ce jardin. L'idée de transport est aussi une idée fondamentale dans un jardin romantique parce que l'homme romantique adorait voyager dans son imagination, non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Et donc il voyageait dans l'espace grâce à l'introduction d'espèces exotiques qui viennent de tous les continents. Et le voyage dans le temps, on arrivait à le faire grâce à l'introduction de ruines dans le jardin. Monsieur Cook a très critérieusement choisi Sintra pour créer ce scénario romantique, parce que Sintra est véritablement un endroit du point de vue climatique très spécial, parce que le massif de Sintra est une espèce de géant granitique qui s'élève perpendiculaire à la ligne de côte. Et donc, les vents dominants sur notre côte sont des vents qui viennent orientés de nord-ouest, qui amènent avec eux, qui poussent toute cette humidité qui est gérée à la surface de l'océan. Sintra a un peu le caractère du genre de l'île mystérieuse d'Avalon, parce que c'est un massif que l'on voit toujours de loin, de Cascais et de Lisbonne, ou presque toujours complètement enveloppé dans la brume. Plus fou encore, la Quinta da Regaliera est un endroit fascinant. Un ensemble de monuments semble surgir de la forêt. Construite à l'aube du XXe siècle dans la plus pure tradition romantique, c'est la concrétisation des rêves mythiques et magiques d'Antonio Augusto Carvalho Monteiro, son propriétaire. La Quinta appartient au monde des sensations. Connaître son histoire n'est pas nécessaire. Il faut parcourir le fabuleux parc exotique, sentir sa spiritualité,
Appréhender ces espaces à la limite de la réalité et du rêve. Il faut s'enfoncer au centre de la Terre en empruntant l'étroit escalier en colimaçon du puits initiatique pour ressortir au calme d'un lac mystérieux, passer de l'enfer au paradis. Les collines de Sintra cachent de multiples mystérieuses demeures, accessibles ou protégées par une végétation luxuriante. La noblesse de la Quinta da Alegria apparaît tout de suite. Construite par un consul de Hollande, certainement fasciné par les paysages que l'on aperçoit depuis la terrasse. L'ambiance mystérieuse de Sintra est complète lorsque le palais de la Pena, qui domine l'hôtel Palacio de Setei, son nom actuel, disparaît dans la brume du soir. À l'ombre des ruines du château des Morts, vestige de l'occupation sarrasine, à proximité du palais national, il fait bon vivre dans ce qui ressemble à un petit paradis. On retrouve à Coimbra le génie du marquis de Pombal. Coimbra fut la première capitale du Portugal, mais son éloignement de la mer lui fit préférer Lisbonne. Lors de la réforme de l'université, le marquis décide de créer en 1772 un jardin botanique. Le marquis voulait que ce lieu soit consacré à l'étude et non au plaisir. Les massifs fleuris, les bassins, les statues n'avaient à ses yeux rien à faire dans ce jardin botanique. Lorsque l'on s'y promène aujourd'hui, ce désir n'apparaît pas vraiment. En effet, la partie sérieuse et scolaire n'est pas ouverte au public. On flâne donc dans un jardin très classique, si ce n'étaient les essences exotiques qu'il renferme. Sur la rive gauche du Rio Mondego, dans les jardins de la Quinta das Lagrimas, la Quinta des Larmes, plane l'ombre d'Inès de Castro, princesse espagnole. Elle fut assassinée pour avoir aimé Dom Pedro, prince héritier. Lorsqu'il accéda au trône, il se vengea de façon terrible. Inès fut déterrée, couronnée, et toute la cour dut lui rendre hommage. Les jardins de la Quintas das Lagrimas gardent le souvenir de ces amours tragiques. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Dans la Villa des Larmes, il y a 12 hectares d'espace vert. Nous avons un grand jardin divisé en 3 parties, un jardin botanique avec quelques espèces rares, comme par exemple un figuier australien. Il n'y en a que 2 exemplaires au Portugal, l'un ici, à la Quinta das Lagrimas, l'autre au jardin botanique. La deuxième partie, c'est le jardin romantique, là où s'est déroulée la tragique histoire de Dom Pedro et de Dona Inés. Et nous avons une partie relativement récente, qui est une partie intermédiaire entre le jardin botanique et le jardin romantique. C'est un jardin médiéval où nous trouvons différentes plantes aromatiques, de la vigne, des salades, de la verdure, des légumes. Tout ce qu'on trouvait dans les jardins à l'époque médiévale, nous l'avons recréé dans la Quinta das Lagrimas. Autre lieu chargé d'histoire et de symboles, Busaco. Si la centaine d'hectares du domaine est maintenant accessible à tous, il n'en fut pas de même autrefois. Lieu de recueillement pour les moines depuis des siècles, une bulle du pape interdisait l'entrée aux femmes sous peine d'être excommuniées. Une autre, plus sympathique, interdisait de couper le moindre arbre au risque du même châtiment. La forêt qui abrite des essences rares venues du monde entier n'a pas souffert de la bataille que se livrèrent en 1810 les armées de Napoléon et les Anglais de Wellington. Les Français furent défaits. Au début des années 1900, le tourisme se développe. Un Suisse, Paul Bergamin, entreprend la construction d'un hôtel à Busaco, mais c'est un natif de la région, Alexandre de Almeria, qui en est le véritable père. Il prend l'hôtel en gestion et la proximité des eaux thermales de Luso attire les riches voyageurs. Au fil des ans, le Palace Hôtel de Busaco et le calme de sa forêt sont le refuge de personnalités. Une tradition veut que les hôtes y plantent un arbre.
un des premiers personnages qui est venu donc planter ici, faisait partie de la cour de Louis XIV, et donc ceci remonte à des centaines d'années, mais c'est une pratique toujours courante. D'ailleurs, il y a l'empereur du Japon, quand il était venu ici il y a quelques années, a planté aussi son premier arbre. Et aujourd'hui, à Boussac, on donne donc l'opportunité à certains groupes, si vous voulez, de venir et planter leur arbre et de retourner dans 10 ans pour voir donc comment l'arbre évolue. Retour à Lisbonne. On découvre caché entre les maisons, parcs et jardins. Pour y accéder, le tramway. Personne ne résiste à ces antiquités qui se faufilent dans les rues étroites, grimpent au sommet des collines et permettent ainsi d'atteindre des belvédères. Les Lisbonnais s'imaginent facilement à l'autre bout du monde, sous les voûtes des ficus. Ce jardin a été créé au XIXe siècle, environ entre 1870, 13, 18. Son but était pour l'enseignement de la botanique, parce qu'ici était la faculté des sciences. Il y avait des jardins botaniques qui s'appelaient jardins d'acclimatation dès la Renaissance au XVIe siècle, dès les découvertes, pour faire les essais agricoles, non seulement botaniques, des espèces utiles du Nouveau Monde, d'Asie et d'Afrique. Au Moyen-Âge, les jardins de plantes médicinales près des couvents, c'était les premiers vrais jardins botaniques. Grâce au climat, la collection de palmiers est remarquable. Seules les variétés originaires de la zone tropicale humide ne se développent pas. Plus surprenant, le dragonnier, arbre mythique. Il a failli disparaître victime de son intérêt industriel. On utilisait sa sève pour réaliser des peintures et des vernis. Ah, il y a une histoire portugaise sur cet arbre. C'était sur les premiers dragonniers qui ont été signalisés les passages des découvreurs portugais. C'est là qu'on gravait le leitmotiv, est-ce qu'on dit comme ça, du prince Henri. Il gravait la croix de Christ et ça devenait des lettres rouges brillantes qu'on pouvait lire au loin. La sève était utilisée à des fins médicinaux et aussi pour les vernis et les peintures. Et c'était très précieux. Dans les huiles, il se servait pour colorer le manteau de Christ et les saints. C'était en rouge. Le jardin d'hiver de Lisbonne est un espace qui, pour ainsi dire, a été créé par hasard. Comme on peut le voir, c'est un jardin de pierre, un jardin rocheux. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il a été implanté au fond d'une carrière dont l'activité a cessé au début du XXe siècle. Le projet était grandiose, mais trop cher. Il fut abandonné avec les plantes et les arbres déjà entreposés dans la carrière. Et tout naturellement, un jardin vit le jour, recouvert ensuite pour devenir estufa fria, une serre froide. En 1912, on crée un plan et on restructure l'avenue de la Liberté et son prolongement pour construire le rond-point du Marquis de Bompal, qui complétait un autre projet pour le parc, alors nommé de la Liberté. Calouste Gulbenkian doit sa fortune au pétrole. On le surnomme Monsieur 5%. Arménien, il fuit son pays et s'installe à Lisbonne qu'il apprécie.
À sa mort, il lègue sa collection d'œuvres et une somme importante pour créer une fondation entourée d'un jardin confié à l'architecte paysagiste portugais Gonzalo Ribeiro Teles. Ce jardin, parce qu'il s'agit plus d'un jardin que d'un parc, vu qu'on y trouve de nombreux endroits aux caractéristiques plutôt intimistes, représente un peu la culture portugaise. Dans cette conception naturaliste, tout est particulièrement travaillé, construit, en cherchant à donner l'impression qu'on a laissé faire la nature. Com o objetivo de parecer que tinha sido a natureza que deu todas estas formas. L'ombre et la lumière sont en effet le grand secret qui fait de cet espace un espace à vivre unique en son genre, avec des transformations incroyables tout au long de l'année, selon les saisons, et naturellement tout au long de la journée. Incríveis ao longo do ano, ao longo das estações e, obviamente, ao longo do dia. Je crois que l'auteur savait déjà ce que cela allait devenir quand il a conçu son projet. Un problème do crescimento das árvores. Le problème de la pousse des arbres, de l'ombre qui s'est multipliée, de la lumière qui s'est améliorée grâce à l'ombre, donc, il y a en permanence une transformation incessante et naturelle. Nous accompagnons cette transformation. En fait, nous ne forçons pas la nature, nous nous allions à elle. Nous cherchons ici à faire en sorte que ce jardin soit un micro-monde du paysage de la région, comme tous les jardins portugais. Il s'agit toujours, pour les jardins de protection de l'environnement, de recréation, dans le sens du mot recréer. Nous recréer nous-mêmes et produire. Ce sont les trois choses que l'on trouve dans les jardins au Portugal. Protection de l'environnement, la recréation, recréation et la production. Généralement la production des primeurs. Le 21 mai 1998, 500 ans après l'arrivée aux Indes de Vasco de Gama, s'ouvre l'exposition universelle de Lisbonne. L'endroit retenu, une zone industrielle délaissée sur les bords du Tage, qui vit les nefs des explorateurs revenir chargés de précieuses denrées et de plantes inconnues. L'exposition mondiale de Lisbonne, l'Expo 98, s'est terminée le 30 septembre. Le Parc des Nations s'est ouvert le 16 octobre 1998. C'est un des projets qui a été de plus en plus chéri par les Lisbonnais. Ce qui remplit d'orgueil les Portugais, c'est d'avoir dans leur jardin un arbre exotique, un arbre qui ne soit pas du Portugal. Aujourd'hui, c'est un lieu où les familles viennent de plus en plus. Et c'est justement la nature et les jardins qui les attirent. C'est au fond la convivialité sympathique que cette zone de 5 km au bord de l'eau offre, car il n'y a pas de circulation. La nature est l'une des grandes attractions parce que Lisbonne, après tout, a un climat très agréable, mais il y fait chaud. C'est une des places culturelles et de loisirs de Lisbonne qui fait écho à une autre place de culture et de loisirs plus ancienne, qui est la tour de Belém, les Hiéronymites, et tout ce complexe qui se trouve aussi face au Tage, mais bien plus près de l'embouchure du fleuve. L'audace des navigateurs et des explorateurs portugais nous permet aujourd'hui de profiter de jardins et de parcs étonnants, insolites. Le climat particulièrement clément a facilité l'adaptation d'espèces venues des quatre coins du monde. Cette nature apprivoisée par l'homme a survécu aux siècles,
pour le bonheur des amoureux des jardins que nous sommes.